j'ai écrit ici une partition qui est déjà un petit peu complexe, hein, enfin pas trop d'ailleurs, mais déjà un petit peu, pour montrer ce que c'est que l'accord dans la réalité musicale. Tout ce que je dis, évidemment, est en rapport totalement complet avec la réalité musicale. Il n'y a pas de théorie tellement dans ce que je dis, c'est vraiment très pratique. Hein. Voilà, j'attache ça parce que ce sont des instruments qui jouent en même temps, donc on a la coutume de représenter sur la partition avec ce genre d'accolade. Alors ici j'ai écrit un exemple partiel en plus, hein, ça n'est pas tout, de la, je le dis, je peux peut-être même l'écrire, de la 4e symphonie de Tchaïkovski, écrit en français comme ça. Enfin, il y a des différentes orthographes, hein, parce que de toute façon, c'est écrit en alphabet cyrillique en russe, donc c'est pas comme ça, c'est une simple transcription. Voilà, 4e symphonie de Tchaïkovski. Cette symphonie est en 4 mouvements, comme toutes ces symphonies, comme toutes les symphonies de facture classique. C'est une symphonie de la fin du 19e siècle, donc pour grand orchestre. Et c'est son mouvement lent, hein. Il s'agit du mouvement lent, c'est-à-dire le 2e mouvement. Voilà. Alors on aura l'occasion de faire entendre sur cette vidéo l'extrait qui est ici, qui est très très beau, hein, qui est vraiment très beau, et qui commence par quelque chose qui manque ici. Je n'avais pas la place de l'écrire, mais peu importe, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Pourtant c'est ce qu'on entend le plus, hein. C'est la mélodie qui est chantée par le hautbois, qui est jouée, j'ai coutume de dire chanter, mais enfin, qui est jouée par le hautbois. C'est donc une très belle mélodie qui est écrite au-dessus de toutes ces notes-là, et qui est comme ça, qui plane au-dessus, et qui est vraiment très belle, qui est jouée par un hautbois solo, hein, évidemment. Un hautbois seul, donc. Hein. Voilà, et ce hautbois est accompagné extrêmement discrètement par les instruments à cordes, c'est-à-dire par les cordes qu'on représentera toujours, que les étudiants doivent prendre l'habitude de lire, même si au début ça n'est pas très facile d'avoir 4 portées à lire. Hein. Bien sûr, mais on s'habitue à tout. Hein. Et ici, on voit bien les 4 clés différentes, enfin ce ne sont pas 4 clés différentes, c'est clé de sol, bien sûr, clé d'ut, 3e ligne, c'est-à-dire que ça, cette note que je montre ici sur la 3e ligne est bien la note Do, le même Do que ce Do qui est ici en clé de sol, hein. Attention, pas n'importe quel Do, et la clé de Fa que les pianistes connaissent très bien, le Do ici est ici, encore une fois le même, hein. Ces 3 Do sont vraiment le même Do. Et ces 4 portées sont les 4 portées du quatuor à cordes qui sont premier violon, 2e violon, alto, violoncelle. Voilà. Et donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5 accords qui commencent le début de ce mouvement lent, qui accompagne le hautbois qui chante au-dessus, et on va déjà le lire tranquillement. Alors on a, je ne rentre pas trop dans ces détails, mais on a 5 bémols à la clé, on est en si bémol mineur, hein. J'écris ici en petit si bémol mineur, voilà. On peut lire, il est très important de faire des lectures, après on fera beaucoup de lectures, on y passera du temps dans l'écriture, mais on va lire chaque partie horizontalement, c'est-à-dire comme ça, la partie d'alto, la partie de 2e violon, la partie de 1er violon, et ensuite on fait une lecture verticale, comme ça, voilà. Donc je vais la faire là rapidement. On a donc bien si bémol, attention les bémols à la clé, si bémol, fa, sol bémol, mi bémol, fa. Bon, déjà cette base est extrêmement simple. On est en si bémol mineur, on commence sur la tonique si bémol. Puis on descend sur le fa, on tourne autour, il faut toujours voir un peu une ligne mélodique, comment elle est faite. On a toujours moyen de décrire, pour la mémoriser aussi, pour l'oreille, pour la mémoire. Les instrumentistes en ont terriblement besoin de cette mémoire. Donc ici on voit le petit dessin. J'ai fa, fa. Là j'ai la note au-dessus, la note en dessous, et fa. Donc je relis, si bémol, fa, sol, mi, fa. Sol bémol, mi bémol, fa. D'autre part, je vois bien que ce si bémol ici est la tonique, nous sommes en si bémol, et le fa est la dominante. Donc j'ai déjà un petit parcours tonique dominante, on tourne autour de la dominante et on est sur la dominante. Voilà, c'est très important. Maintenant, la ligne des altos, donc j'ai bien, ça c'est bien Do, hein, donc ça c'est bien Si. Alors je lis Si bémol, Do, Si bémol, La bécard, c'est la sensible. Hein. Rappelons-nous de la sensible, je peux mettre ici un petit plus indiquant sensible. Hein. Si j'ose dire, toutes les informations
sont bonnes à voir le plus vite possible dans la musique parce qu'on a beaucoup d'informations à la fois. Maintenant, je regarde la partie de deuxième violon. J'ai bien Ré bémol, Fa, Ré bémol, Mi bémol, Do. Voilà. Et là, la partie qu'on peut qualifier de soprano, la partie supérieure, ici la partie de premier violon, Fa, La bécard, La sensible, la fameuse sensible, la voilà, qui est ici à l'alto en clé du 3, elle est ici au premier violon. Hein. Puis Sol bémol, Fa. Voilà. Alors maintenant, je fais la lecture verticale. Évidemment, c'est celle qui nous intéresse pratiquement le plus, hein, puisqu'on parle d'harmonie, on parle de lecture verticale. Donc j'ai Si bémol, Ré, Fa. Alors ici, ce que je vais faire, je vais écrire, c'est ça qui est important, la réduction, je veux dire, c'est une réduction, une écriture, elle n'est pas simplifiée parce qu'elle est totalement complète, de ça, mais ramassée sur deux portées. Et je vais écrire la voix des violoncelles dans la clé de Fa, et je vais mettre les trois notes, ces trois notes-là, en clé de Sol ici. Donc j'ai bien Si bémol. Je ne vais pas noter, puisque ça ne nous intéresse pas là, je ne vais pas noter tous les silences qui sont ici, hein. Peu importe. Hein. Donc j'écris les notes réelles. Je peux même les écrire en ronde comme j'ai coutume de faire. Allez, je vais écrire en ronde pour rendre les choses extrêmement lisibles. C'est-à-dire que je laisse tomber tout l'aspect rythmique et les durées, les valeurs de notes, pour me concentrer uniquement là-dessus. Et je mets tout en altération accidentelle, qu'on voit bien, Si bémol. Alors ensuite ici, c'est bien Si bémol. Je fais remarquer qu'on a affaire ici à un unisson. Ces deux notes sont bien la même, de même hauteur. Donc les deux instruments jouent la même note. Puis Ré bémol, ici, puis Fa. Voilà. Ça, c'est le premier accord. Je ne trace pas de barre, etc. Deuxième accord, je le lis. Fa, Do, Fa, La bécard. Donc j'écris Fa, Do, Fa, La bécard. On est bien d'accord. Troisième accord, j'ai Sol bémol, Si bémol, Ré bémol, Sol bémol. Bon, c'est très bémolisé, évidemment, on a 5 bémols. Hein. Ensuite, ici, l'avant-dernier, Mi bémol, toujours Si bémol, ça reste. Mi bémol, Sol bémol. Et je réécris les bémols systématiquement, que ce soit très clair. Et puis le dernier accord, j'ai bien Fa, La bécard, c'est bien celui-ci, hein, on est bien d'accord. Do et Fa. Voilà. Ça, c'est mon premier petit extrait. Donc j'ai pris une partition musicale. En plus, ça, c'est pas n'importe quelle partition, c'est une symphonie de Tchaïkovski. Bien sûr, j'ai pas pris le moment le plus complexe, hein, ce serait un petit peu malvenu de se lancer dans un grand outil d'orchestre très chargé. Hein. Donc là, c'est déjà très bien. Et bien maintenant, si j'observe bien ça, je vois bien que j'ai Si bémol, c'est pareil. Hein. Donc c'est la note, je peux même en ignorer un des deux. Et j'ai bien Si bémol, Ré, Fa. Voilà ici, typiquement, un accord parfait mineur. Si bémol, Ré, Fa, fondamental, tierce mineure, canne juste. Voilà. Ici, c'est un tout petit peu plus complexe, pas beaucoup plus complexe, mais un tout petit peu. J'ai Fa, Do, Fa, La. J'écris Fa, Do, Fa, La. Et bien dans Fa, Do, Fa, La, j'ai deux Fa, donc je peux en supprimer un qui ne m'apprend rien. Je me retrouve avec trois sons différents, Fa, Do et La. Eh bien, je dois être capable, c'est un travail vraiment très élémentaire, hein, de combiner ça comme je veux. Ce que je dois arriver à trouver, c'est un accord qui ressemble à ça. C'est-à-dire un accord fait d'une fondamentale, d'une tierce, d'une quinte. Je me pose la question, j'efface ça, qui n'a rien à voir évidemment, je me pose la question, c'est la question que doivent se poser tous les élèves débutants. Est-ce que c'est un accord de Fa, est-ce que c'est un accord de Do, ou est-ce que c'est un accord de La? Si c'est un accord de Fa, je sais, et je vais le reconfirmer aujourd'hui, que l'accord de Fa est Fa, La, Do. Si c'est un accord de Do, l'accord de Do est Do, Mi, Sol, et l'accord de La est La, Do, Mi. Lequel est-ce? Bien sûr un accord de Fa. Si l'accord de Fa est bien Fa, La, Do, j'ai bien un La et un Do. Mais ils sont dans un ordre différent. C'est ce qu'on appelle une position différente de l'accord. C'est-à-dire que les notes sont distribuées différemment,
mais c'est bien un accord de Fa. Donc je continue. Ici, je vois bien Sol, Si, Ré, Sol. Alors je l'écris Sol, Si, Ré, Sol. Ils sont tous bémols. Sol bémol, Si bémol, Ré bémol, Sol bémol. Je me moque du deuxième Sol qui ne m'apprend rien. J'ai Sol, Si, Ré. Est-ce que c'est un accord de Sol ou de Si ou de Ré? L'accord de Sol est Sol, Si, Ré. Eh bien, j'ai déjà Sol, Si, Ré. C'est bien un accord de Sol. Voilà, donc ici, je le vois bien l'accord de Sol, Sol, Si, Ré. Ici, je continue un peu vite parce que je ne vais pas trop m'apesantir. Je crois que tout le monde a compris ce que c'était que l'accord dans la réalité musicale. Ici, j'ai Mi, Si, Mi, Sol. Je l'écris quand même. Mi, Si, Mi, Sol. Tout est bémol. Mi bémol, Si bémol, Mi bémol, Sol bémol. J'ai deux Mi, j'en enlève un qui ne m'apprend rien. J'ai Mi, Si, Sol. Est-ce que c'est un accord de Mi? L'accord de Mi est Mi, Sol, Si. C'est bien l'accord de Mi. Mi, Sol, Si. Tout bémol. Hein, voilà. Et ici, pour terminer, j'ai, je ne réécris pas parce que je pense que ça n'est pas nécessaire, j'ai Fa, La, Do, Fa. J'ai bien Fa, La, Do. Cet accord et cet accord sont le même. Voilà. Donc, c'est tout. Je voulais simplement montrer une vraie partition. Non pas que celle que j'écris et que je serai amené à écrire soit fausse, mais celle-ci est prise dans le répertoire d'orchestre, donc c'est particulièrement probant. Donc évidemment, il faudra l'écouter, on aura l'occasion de le mettre sur la vidéo. Hein. Il faut toujours écouter vraiment bien les extraits, hein, parce que sinon... Voilà. Alors voyons donc qu'est-ce que c'est que l'accord de trois sons. Alors la définition est extrêmement simple. Lors des chapitres précédents, nous avons étudié les tierces majeures et mineures, mais je m'occupe d'abord des tierces majeures. D'ailleurs, le tableau que nous avions fait était un tableau complet des tierces majeures. Je n'ai pas fait de tableau complet des tierces mineures, ça vient petit à petit. Je ne vais pas infliger à chaque fois des tableaux exhaustifs qui deviennent ennuyeux. Hein. Donc on avait parlé des tierces, nous avons parlé des quintes justes. Donc l'accord, c'est ça, c'est la combinaison de deux intervalles, la tierce majeure et la quinte juste, qui s'adjoignent à une note fondamentale. Donc n'importe quel son, j'ai bien dit n'importe quel son, un des 12, par exemple Mi, la tierce majeure de Mi, c'est Sol dièse, la quinte juste de Mi, c'est Si, et l'accord parfait majeur, c'est Mi, Sol, dièse, Si. Donc, il s'agit bien de la tierce majeure, de la quinte juste et de l'accord parfait majeur complet. Tout de suite, je redis une chose, je précise plutôt, que on dit, je l'écris, accord parfait majeur. Le mot parfait renvoie à la quinte. Pour que l'accord soit un accord parfait majeur, il faut que la quinte soit juste. Il faut que la quinte soit juste. Et pour que l'accord soit majeur, il faut que la tierce soit majeure. Si la tierce est mineure, on a affaire à un accord parfait mineur. Mais si la quinte était diminuée, voire augmentée, ce n'est plus un accord parfait à ce moment-là. On appelle accord parfait, la condition, c'est que la quinte soit juste. Voilà. Donc, maintenant, je montre ici. Je vais prendre d'autres additionnellement. Je rappelle, bien sûr, je l'ai dit, je l'aurai l'occasion de le dire, on fera peut-être même une petite vidéo pour le préciser, que les trois sons qui forment l'accord parfait majeur sont des sons qu'on peut qualifier de naturels, ils résultent de la résonance naturelle. Ça n'est pas donc une invention. Alors, voilà l'accord de Do de trois sons. Alors, un accord de Do, c'est très important, un accord de Do, c'est toujours Do, Mi, Sol. Que ce soit dièse, bémol, bécard, tout ce qu'on veut, 1 dièse, 1 bémol, 2 bémol, 3 bémol, 1 dièse, 2 dièse, 3 dièse, c'est toujours Do, Mi, Sol. Donc, quand j'ai Do, Mi, Sol, c'est le modèle des accords, évidemment, j'ai affaire à l'accord parfait majeur. Est-ce que je le réécris? Peut-être pas. Accord, je le fais quand même, accord parfait majeur ici, et mineur ici. On comprend peut-être un peu bien aussi, en voyant ça, la notion de quinte juste. Alors l'accord parfait, il faut bien lire évidemment, accord parfait majeur, accord parfait mineur. On voit bien qu'ils ont en commun la même quinte. La quinte est un intervalle stable qui ne bouge pas,
qui a quelque chose de parfait, justement, c'est-à-dire qui semble être là de toute éternité, tandis que la tierce, elle est quand même susceptible de bouger. À cet égard, il sera intéressant peut-être de faire entendre dans une vidéo, je pense que nous le ferons, le début d'une page extrêmement célèbre de l'histoire de la musique, qui est le poème symphonique de Richard Strauss, dont le titre est bien connu en allemand, Also sprach Zarathustra, en français Ainsi parlait Zarathustra, qui est une évocation d'un texte de Nietzsche, évidemment, et qui commence par ces quintes vides à l'orchestre, qui semblent effectivement être un espèce d'espace éternel, vide de toute humanité. Et après, on entend cette tierce qui est extrêmement tragique, majeure puis mineure, donc on sent bien cette espèce de tension que crée la tierce. À cet égard aussi, je dis une chose, là je fais une petite parenthèse historique, c'est que les œuvres au XVe siècle se terminaient toutes sans tierce. Dans Josquin-des-Prés, je cite souvent ce compositeur parce qu'il est très emblématique, enfin c'est plutôt 16e en l'occurrence à Josquin, mais les gens d'avant aussi. Mais encore chez Josquin-des-Prés, l'œuvre ne se termine pas sur un accord parfait, elle se termine toujours sur la quinte vide, considérant à l'époque que la tierce avait quelque chose de peut-être trop humain et trop imparfait pour finir. Donc c'est dire, depuis fort longtemps, dans toute la musique tonale, c'est cet accord qui prévaut en finale, évidemment. Mais enfin, c'est pour dire, c'est quand même intéressant à savoir. Alors, voilà mes deux accords de référence. N'oublions pas, je trace un double trait ici et un double ici, que je peux avoir, et Dieu sait que je l'ai, un accord de quinte diminuée. Alors ça n'est plus un accord parfait. La tierce est mineure et la quinte est diminuée. Donc il se chiffrera 5 par Ré. C'est très important. Et c'est un accord, j'écris accord ici de quinte diminuée. Alors on dit de la même manière qu'on dit accord majeur, accord mineur, sans redire accord parfait, etc. On dit accord diminué tout simplement, bien sûr, l'accord diminué. Et puis inversement, alors celui-ci, on va le trouver, on va en avoir vraiment besoin, il est très important. Mais celui-ci, à l'inverse, on peut vraiment le négliger, c'est l'accord de quinte augmentée. C'est-à-dire que la tierce est majeure, comme là la tierce était mineure, et là, en plus, la quinte est augmentée. Voilà. Donc on l'appellera accord de quinte augmentée. Je n'en parle pas trop. Sinon, d'un point de vue purement technique, on peut observer, alors là, faisons très attention, que la quinte est juste, certes. Ici, on a une tierce majeure, mais du coup, ici, il résulte une tierce, c'est vrai. Je ne parle pas de cette tierce d'habitude, mais ça, c'est une tierce mineure, ça, c'est une tierce majeure. Quand le milieu descend, c'est celle-ci qui est mineure et celle-ci qui est majeure. C'est quand même important à voir, malgré tout. Et ce qu'on remarque dans le diminué, c'est que ce sont deux mineurs superposés, et dans l'augmenté, ce sont deux majeurs superposés. Bon. C'est des observations qu'il est important à faire. Mais j'insiste, pour l'avoir déjà dit, je ne sais plus à quelle reprise, mais à quelle occasion, mais je l'ai dit, c'est qu'il ne faut pas voir ici deux tiers superposés, mais bien une tierce et une quinte. Ça, c'est très important. Une tierce mineure et une quinte juste, même si, en effet, il y a des petites tierces superposées comme ça. Voilà, ceci étant dit, je vais maintenant m'occuper des accords parfaits majeurs qu'il faut connaître absolument tous très bien si on veut entreprendre la moindre étude de l'écriture. Il ne faut pas qu'il subsiste la moindre hésitation sur ce que c'est qu'un accord de Ré bémol majeur. Je dis ça comme si c'était compliqué, bien sûr que non, mais je sais quand même, j'ai vu des fois des étudiants qui achopaient un peu sur un accord de Ré bémol, c'est quoi déjà, etc. Donc ça, il n'en est pas question, il faut vraiment les maîtriser tous très bien. Alors je propose de nous référer aussi au piano, ce qui est une très bonne chose. Le piano et l'harmonie, ça fait quand même un bon ménage. Tous les grands compositeurs, à part un surtout, qui est notable dans son exception, c'est Hector Berlioz,
j'allais dire, tous les compositeurs ont été des hommes de clavier. Je ne peux pas dire pianiste, parce qu'avant le piano, des gens comme Jean-Sébastien Bach, le piano n'existait tout simplement pas. Ou si peu, enfin qu'il n'a pas dû en voir beaucoup la couleur, si je peux dire. Il aimait beaucoup le clavicorde, ceci dit, qui est un instrument qui ressemble un petit peu au piano par certains aspects, mais enfin bon, c'est très anecdotique. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que les compositeurs ont toujours été des gens de clavier, d'orgue évidemment, et de clavecin, et puis de piano à partir de Mozart, Haydn, Beethoven évidemment, sont tous été des pianistes. Donc le piano a été un facteur d'évolution, parce qu'on a sous les doigts, quand on est pianiste évidemment, les accords, et c'est un facteur d'évolution très rapide de l'harmonie, de la recherche harmonique dans toute l'histoire de la musique. Et je mentionnais juste l'exception d'Hector Berlioz, qui n'était pas pianiste. Voilà. J'ai une certaine affection pour la musique d'Hector Berlioz, d'ailleurs, par ailleurs, donc je ne lui retire rien, au contraire. Mais c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Donc il n'est pas mauvais de se référer au clavier et de voir, déjà, de bien avoir présent à l'esprit que d'accords parfaits majeurs, il n'en existe que 3, ce qui n'est pas beaucoup, sur les touches blanches du piano. C'est-à-dire sans altération, sans dièse ni bémol. C'est l'accord de Do majeur, encore lui, l'accord de Fa majeur et l'accord de Sol majeur. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre accord formé de 3 bécards, si je peux dire. Voilà. Alors, j'attire l'attention sur un autre groupe de 3. Attention, tous les accords que je vais mentionner, il y en a 12 au total. Il y a 12 accords. Mais je les regroupe pour la mémorisation, je dirais presque la visualisation. Il y a 3 accords, celui de Ré, celui de Mi et celui de La, qui sur le piano, je le dis, ça peut paraître un peu, pas ridicule, mais un peu, ont tous cet aspect-là, c'est-à-dire 2 bécards avec un dièse au milieu. En effet, nous avons vu que la tierce majeure de Ré est bien le Fa dièse, sa quinte est là. Donc c'est pareil pour Mi, on a bien Mi, Sol dièse, Si, et on a bien La, Do dièse, Mi. La note du milieu, la tierce, on voit bien les 2 bornes qui sont là, qui forment un intervalle de quinte. Au milieu, la tierce est un dièse. Donc sur un piano, pour un pianiste, on a sous la main le dièse au milieu. C'est très important. Voilà. Donc ça en fait déjà 6, mine de rien, c'est déjà la moitié. Je vais ici, en dessous de ces 3-là, écrire les 3 qui inversent les couleurs, comme je le dis parfois, qui sont l'accord de Ré. Alors attention, je ne me trompe pas, je le fais exprès, de Ré, de Mi et de La, mais les 3 bémols, donc Ré bémol, Mi bémol, La bémol. Eh bien, à l'inverse de ça, ce sont 3 accords comme ça, dont ici, j'ai 2 touches noires qui sont des bémols, bémol, bémol, donc j'ai la quinte bémol. Je fais bien mes 2 touches noires ici, c'est-à-dire Ré bémol, La bémol. La quinte de Mi bémol, Si bémol. La quinte de La bémol, Mi bémol. Ce que je dis, on le comprend d'autant mieux qu'on voit ça. La quinte de Ré, c'est bien Ré La. Donc la quinte de Ré bémol, c'est La bémol. Ça me semble une logique implacable. Mi Si, Mi bémol, Si bémol. La Mi, La bémol, Mi bémol. Et bien sûr, la tierce majeure de Ré bémol est Fa. La tierce majeure de Mi bémol est Sol. La tierce majeure de La bémol est Do. Donc on a bien ce modèle-là, et il y en a bien 3 qui correspondent, qui sont un demi-ton plus bas que ces 3-là. Voilà, donc ça nous en fait déjà 9. Il en faut encore 3 pour aller à 12. Eh bien, les 3 accords sont 3 uniques en leur genre. Donc pour continuer le petit dessin de touches de piano, ces 3-là sont faits de 3 touches blanches, qui sont 3 bécards. Là, c'est 2 touches blanches qui encadrent une touche noire qui est un dièse. Là, c'est 2 noirs bémol qui entourent une touche blanche. Eh bien, ici, j'ai un accord unique en son genre, c'est l'accord de Si. Alors, tout le monde se souvient, je l'enlève exprès pour bien montrer, et je crois que c'est très clair, maintenant j'en ai tellement parlé, je leur dirai encore tellement, de toute façon, que Si-Fa est une quinte diminuée, bien sûr. Alors, la quinte juste de Si, c'est Fa dièse. Et la tierce majeure de Si, c'est Ré dièse. Donc voilà un accord qui aurait cette figure-là sur le clavier, enfin qui a, ça c'est noir et c'est 2 dièses. Voilà, ça ne ressemble à aucun autre des modèles. De la même manière,
j'ai dit que si Fa dièse était une quinte juste. Et bien de la même manière, Si bémol Fa est une quinte juste. C'est un demi-ton plus bas. Et au milieu, j'ai bien un Ré. Donc voilà un modèle encore différent. Un bémol et deux notes touche blanche de Bécard. Voilà. Alors il en manque un qui terminera tout. C'est l'accord de Fa dièse. Fa dièse. Eh bien, Fa-Do, on le voit bien ici. Fa-Do est une quinte juste. Donc la quinte de Fa dièse, c'est bien Do dièse. Et la tierce majeure de Fa dièse, c'est bien la dièse. Donc voilà le seul accord fait de trois touches noires qui sont Fa dièse, La dièse, Do dièse. Ce sont trois dièses. Voilà. Je m'empresse de dire que cet accord, on va le trouver dans la musique très très souvent. Il est aussi courant que celui-ci, attention, hein, il n'est pas du tout en deuxième position. On peut le trouver également sous la forme Sol bémol. Hein. Ça peut être l'accord, je l'écris ici, Sol, Si, Ré, 3 bémol. Sol bémol, Si bémol, Ré bémol, mais ça c'est le même. Hein. Voilà, c'est bien le même, écrit différemment. L'identité, d'ailleurs, je profite pour faire cette remarque, l'identité entre le Fa dièse et le Sol bémol, on appelle ça Fa dièse, même note que Sol bémol, on appelle ça l'enharmonie. En harmonie. Voilà. On parle des fois de tonalité enharmonique, Ré bémol, Do dièse, etc. Voilà. Donc on a ici le tableau complet des 12 accords parfaits majeurs. Je vais en rester là pour les accords de 3 sons. Je vais simplement parler un petit peu des fonctions après. Voilà, ce que j'invite les étudiants à faire, c'est de bien les revoir et éventuellement de les jouer sur le piano. Ça, je le conseille peut-être plus aux pianistes, parce que les harmonistes en soi n'ont pas forcément bien, c'est de les jouer tous sur le piano de manière chromatique, c'est-à-dire Do, Do dièse, c'est-à-dire Ré bémol, donc Do, Ré bémol, Ré, Mi bémol, Fa, Fa dièse, je fais un beau gribouillis, Sol, La bémol, etc. C'est intéressant de les passer tous en revue à la queue leu-leu. Ça n'a rien de musical. C'est simplement une manière de les passer, de n'en oublier aucun et d'être sûr de ce qu'on fait.